Bonjour et bienvenue. Nous vous invitons à apprécier ce récit. Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer. À 58 ans, Richard Miller pensait avoir fait le tour de la vie. Marié à Helen depuis 40 ans, père de 3 filles accomplies et propriétaire d'une maison payée dans un quartier tranquille, son existence était un long fleuve paisible. Ce mardi-là, comme tous les autres jours, il se réveilla à 6h30, prit sa douche, enfila une chemise décontractée et se dirigea vers la cuisine. Helen y était déjà, préparant le café. C'était un rituel immuable, une chorégraphie répétée depuis 4 décennies. Richard saisit sa tasse favorite, la bleue offerte par ses filles 10 ans plus tôt, se servit, attrapa le journal et s'assit dans le fauteuil qui était le sien chaque matin. Helen apporta des toasts et s'installa en face de lui. Ils échangèrent quelques mots sur une fuite d'eau à réparer, sur l'anniversaire de leur petite fille, des banalités de couple usées par le temps, pour qui la routine est devenue une seconde nature. Richard s'apprêtait à se lever quand Helen lui dit qu'il fallait qu'il parle. Son ton était différent, chargé d'une gravité inhabituelle. Il pensa à un problème d'argent ou à des soucis concernant l'une de leurs filles. Hélène avait ce regard déterminé de celle qui a répété son texte. Elle commença par dire qu'elle y avait beaucoup réfléchi ces derniers mois, qu'elle se sentait piégée, que la vie filait trop vite. Richard laissa échapper un rire nerveux. Voulait-elle voyager? Partir en croisière? Il était prêt à tout. Hélène secoua la tête. C'était autre chose. Quelque chose qu'elle devait faire seule. Puis, elle prononça les mots qui allaient tout faire basculer. Pour les 6 prochains mois, elle voulait être avec d'autres hommes. Richard se figea, le souffle coupé. Il la dévisagea, attendant qu'elle lui dise que c'était une mauvaise plaisanterie. Mais son visage était impassible, calme, comme si elle parlait de changer de voiture ou de repeindre la maison. Il lui demanda si elle était sérieuse. Elle le confirma. Elle affirma qu'elle avait le droit de vivre sa vie, que 40 ans, c'était long, et qu'elle méritait d'expérimenter autre chose avant de mourir. Richard sentit comme un coup de poing dans l'estomac. 40 ans, 3 filles, toute une vie bâtie ensemble, et elle lui annonçait cela comme si elle demandait la permission d'aller au cinéma avec des amis. Il demanda si elle avait déjà quelqu'un en tête. Elle répondit que ce n'était encore qu'une idée, mais qu'elle voulait son honnêteté avant de faire quoi que ce soit. La colère monta dans la gorge de Richard. L'honnêteté? Lui demandait-elle la permission de le tromper. Il tenta de se lever, mais une douleur fulgurante lui transperça la poitrine. Son cœur se mit à battre de façon irrégulière. Des gouttes de sueur perlèrent sur son front. Il essaya de respirer profondément, mais l'air semblait bloqué. Richard porta la main à son torse et ne put émettre qu'un faible grognement avant de s'effondrer de sa chaise. Son corps heurta le sol de la cuisine avec un bruit sourd. Hélène hurla et tomba à genoux près de lui, mais Richard était à peine conscient. Son visage était pâle, ses lèvres bleuissaient. Elle courut au téléphone, appela les secours, criant que son mari faisait une crise cardiaque. L'opérateur lui donna des instructions. Hélène revint près de lui prit la main et lui murmura que tout irait bien. Richard entendait sa voix comme un écho lointain, mais toute son attention était concentrée sur cette douleur insupportable qui lui déchirait la poitrine. Il pensait qu'il allait mourir là, sur le sol de sa cuisine, juste après avoir appris que la femme de sa vie voulait être avec d'autres hommes.
L'ironie était d'une cruauté sans nom. L'ambulance arriva en 8 minutes. 2 secouristes prirent ses constantes, lui mirent un masque à oxygène et préparèrent le brancard. Helen sanglotait. L'un des secouristes demanda s'ils avaient eu une dispute stressante. Helen hésita, puis admit que oui, mais que c'était personnel. Dans l'ambulance, Richard perdait et reprenait connaissance par intermittence. Il entendit l'un des secouristes dire que cela ressemblait à un Widowmaker, l'infarctus le plus dangereux, celui qui bloque l'artère principale du cœur et auquel peu de gens survivent. Le terme lui était familier. Arrivé à l'hôpital, il fut transporté d'urgence aux soins intensifs. Médecins et infirmières s'affairaient autour de lui. Quelqu'un cria de préparer le bloc opératoire. Les lumières du plafond défilaient en un flou aveuglant, tandis que le brancard filait dans les couloirs. Puis, tout devint noir. Richard se réveilla des heures plus tard dans une chambre d'hôpital. Le docteur Patterson lui expliqua qu'il avait subi un infarctus massif. Son artère interventriculaire antérieure s'était bouchée. On lui avait pratiqué une angioplastie en urgence et posé 2 stents. Il avait eu de la chance. L'arrivée rapide des secours avait fait toute la différence. Le médecin lui demanda s'il avait été soumis à un stress intense récemment. Richard ferma les yeux et laissa des larmes couler. Il lui raconta la conversation avec Helen, sa demande. Le docteur Patterson secoua tristement la tête et confirma qu'un choc émotionnel violent pouvait effectivement déclencher une crise cardiaque. C'est à ce moment que Helen apparut dans l'encadrement de la porte, les yeux rougis. Elle tenta d'entrer, mais Richard détourna le visage et lui demanda de partir. Elle essaya d'insister, mais il répéta sa demande plus fermement. Elle resta là quelques secondes, puis quitta la chambre en pleurant. Richard passa sa première nuit à l'hôpital seul, dormant par intermittence. Le lendemain matin, le docteur Patterson lui annonça qu'il devrait rester hospitalisé au moins une semaine. Vers 10 heures, Julia, sa fille aînée de 37 ans, entra dans la chambre. Elle serra doucement son père dans ses bras et lui demanda comment il allait. Richard répondit que physiquement, ça allait mieux, mais que moralement, c'était une autre histoire. Julia lui dit qu'elle avait parlé à sa mère, que Helen était dévastée. Richard se tourna de nouveau. Julia se mit à parler de ménopause, de changements hormonaux, de crise identitaire. Elle dit avoir lu des articles sur le sujet, que peut-être sa mère avait dit cela dans un moment de confusion mentale. Richard lui demanda si elle défendait vraiment sa mère. Elle répondit qu'elle essayait juste de l'aider à comprendre le contexte. Richard secoua la tête. Il affirma que Helen était parfaitement lucide, qu'elle y pensait depuis des mois. C'était prémédité. Julia tenta d'argumenter, mais Richard lui demanda d'arrêter. Cette conversation, dit-il, était littéralement mauvaise pour son cœur. 2 jours plus tard, ce fut au tour de Nathalie, la cadette de 34 ans, avocate de profession. En la voyant entrer, Richard sentit sa colère. Son visage était rouge, ses mains serrées en poing. Nathalie explosa. Elle se dit absolument choquée par le comportement de Helen, que c'était la trahison émotionnelle la plus cruelle qui soit. Demander la permission de détruire leur mariage, c'était pire que de le tromper dans son dos. C'était comme si elle voulait l'humilier, le rabaisser. Richard se sentit soulagé. Au moins, l'une de ses filles comprenait. Nathalie poursuivit, expliquant qu'en tant qu'avocate, elle voyait souvent des cas similaires, des gens qui croyaient pouvoir ouvrir leur mariage après des décennies et qui finissaient
presque toujours dans le divorce et le ressentiment. Richard lui demanda ce qu'il devait faire. Elle répondit sans hésiter. Divorcer, le plus vite possible. Elle ajouta qu'il méritait la dignité, qu'il méritait de refaire sa vie sans une personne qui, de toute évidence, ne le respectait plus. Richard prit la main de sa fille et lui avoua sa peur d'être seul à 58 ans. Nathalie lui serra la main en retour et lui dit qu'il avait 3 filles qui l'aimaient, qu'il ne serait jamais seul. Elle promit de l'aider pour toutes les démarches juridiques. Vendredi, Olivia, la Benjamine de 29 ans, enseignante, fit son apparition. Elle entra dans la chambre déjà en larmes, se jeta dans les bras de son père et sanglota pendant plusieurs minutes. Une fois calmée, elle dit que son cœur était brisé de voir sa famille s'effondrer. Elle avait parlé à Helen, qui regrettait amèrement ses paroles. Elle supplia Richard de lui laisser une chance. 40 ans de mariage, dit-elle, méritaient au moins une tentative de sauvetage. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde mérite le pardon. Richard lui expliqua que le problème était plus profond qu'une simple erreur. Helen avait brisé quelque chose de fondamental entre eux. La confiance, le respect, le partenariat qu'ils avaient construit pendant 4 décennies avaient été anéantis. Olivia insista pour une thérapie de couple. Pour la calmer, Richard dit qu'il y réfléchirait, mais au fond de lui, il savait déjà que c'était fini. Richard sortit de l'hôpital le lundi suivant avec une longue liste de recommandations. Pas de stress, pas d'effort physique, un régime strict et des médicaments à vie. Il rentra en taxi, refusant de demander à Helen de venir le chercher. La maison était vide. Un mot l'attendait. Hélène était chez sa sœur pour quelques jours. Richard le froissa et le jeta à la poubelle. Les premiers jours furent étranges. Il passait le plus clair de son temps sur le canapé. Hélène appelait chaque jour pour prendre de ses nouvelles. Richard répondait par monosyllabes et raccrochait. Une semaine après sa sortie, elle rentra. Elle dit qu'il fallait qu'ils parlent, qu'il était ridicule de vivre séparés alors qu'ils étaient encore mariés. Richard accepta. Elle pouvait rester dans la maison, mais ils vivraient comme des colocataires. Chambres séparées, vie séparée. Helen accepta, c'était mieux que rien. Pendant les 2 premières semaines, ils s'adressèrent à peine la parole. Richard lisait, regardait la télévision, faisait de lentes promenades dans le jardin. Hélène essayait d'engager la conversation, de lui préparer des plats spéciaux. Il ignorait la plupart de ses tentatives. Il lui avait clairement dit que si elle couchait réellement avec un autre homme, le mariage prendrait fin sur le champ. Mais Hélène commença à sortir. D'abord des dîners entre amis, puis des sorties qui se prolongeaient tard dans la nuit. Elle rentrait vers minuit ou 1 heure du matin, toujours avec des excuses. Un film, un verre de vin, un groupe de soutien. Richard écoutait sans rien dire. Il savait que c'était des mensonges. Il le lisait dans ses yeux. Un jeudi, elle l'appela pour lui dire qu'elle passait la nuit chez une amie, Sandra, qui avait des problèmes de couple. Richard répondit que c'était d'accord et resta assis dans le salon, à fixer le mur. Il savait ce qui se passait vraiment. Le lendemain matin, Hélène rentra vers 10 heures. Elle lui lança un bonjour, avec un sourire forcé. Richard lui demanda comment allait Sandra. Mieux, répondit-elle. Elles avaient parlé toute la nuit. Richard hocha la tête et continua de boire son café. Mais à l'intérieur, il bouillait. Il lui fallait des preuves. Le lundi suivant, Richard appela un numéro que Nathalie lui avait donné, celui d'un détective privé nommé Tom, un ancien policier de 52 ans. Ils se donnèrent de rendez-vous dans un café.
Tom écouta toute l'histoire sans l'interrompre. Richard lui dit qu'il voulait des preuves. Savoir qui Helen voyait, où ils se rencontraient, si elle couchait effectivement avec quelqu'un. Tom lui assura qu'il pouvait le faire, mais que cela prendrait 1 à 2 semaines. Richard le paya et quitta le café, partagé entre la culpabilité et la détermination. Pendant les 2 semaines qui suivirent, Richard vécut dans une anxiété constante. Il voyait parfois la voiture de Tom garée au coin de la rue, surveillant la maison. Helen continuait ses sorties régulières. Club de lecture, cours de yoga du soir, bénévolat dans un refuge. Richard hochait la tête et la laissait partir. 3 semaines plus tard, Tom appela. Il lui donna rendez-vous dans le même café. Quand Richard arriva, Tom était déjà là, un dossier brun posé devant lui. Il l'ouvrit. Il y avait des photos, beaucoup de photos. La première montrait Helen sortant d'un restaurant italien avec un homme d'une 50aine d'années. La deuxième les montrait entrant dans un appartement. La troisième, prise à travers une fenêtre, les montrait en train de s'embrasser. L'estomac de Richard se noua. Il y avait d'autres photos, sortant d'un cinéma, se tenant la main dans un parc, et enfin, Hélène entrant dans l'appartement de l'homme un jeudi à 20 heures pour n'en ressortir que le lendemain matin. Tom expliqua que l'homme s'appelait Brian Mitchell, 52 ans, divorcé, conseiller financier. Il avait rencontré Helen sur une application de rencontre. Tom avait obtenu ces informations grâce à ses contacts. Helen et Brian s'étaient envoyé des messages pendant 1 mois avant de se rencontrer. Leur conversation était explicite, pleine d'insinuations sexuelles. Richard sentit une vague de colère et d'humiliation le submerger. 40 ans aux côtés de cette femme, et maintenant elle était sur des applications de rencontres, envoyant des messages salaces à des divorcés. Il paya Tom et quitta le café. Il se rendit directement au bureau de Nathalie. Quand la réceptionniste annonça que son père était là pour une urgence, Nathalie sortit immédiatement. Richard lui montra les photos. Elle les examina une à une avec une attention professionnelle, mais il voyait la colère monter sur son visage. Quand elle eut fini, elle déclara qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour un divorce rapide. Nathalie appela un collègue spécialisé en droit de la famille, David Chen. Ils fixèrent un rendez-vous pour le lendemain. Richard passa la nuit seul. Helen était de nouveau sortie. Il resta assis dans le salon obscur, songeant à la manière dont tout s'était effondré, 40 ans réduits à une pile de photos accablantes. David Chen examina les photos et tous les documents préparés par Nathalie. Il confirma que le dossier était solide, qu'Helen avait clairement violé ses vœux de mariage. Il prépara les papiers du divorce la semaine même. Richard attendit le retour d'Helen pour les lui remettre. C'était un vendredi soir. Elle rentra vers 23 heures, sentant le parfum de luxe. Elle entra dans le salon et trouva Richard assis sur le canapé, l'enveloppe posée sur la table basse. Hélène prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle en sortit les documents et commença à lire. Demande de divorce. Motif: adultère. Preuve jointe. Quand elle vit les photos d'elle avec Brian, elle blêmit. Richard lui dit qu'il avait été clair sur les conséquences. Elle avait franchi la ligne. Il était temps qu'ils suivent chacun leur chemin. Helen se mit à pleurer. Elle dit que c'était une erreur, que Brian n'était qu'une distraction, qu'elle aimait toujours Richard. Il l'écouta avec une expression vide. Il lui dit qu'elle avait 2 semaines pour examiner les papiers et les signer. Helen cria qu'elle ne signerait jamais. Ils étaient mariés depuis 40 ans. Elle méritait une chance. Richard se retira dans la chambre d'amis
et ferma la porte à clé. Il l'entendit pleurer de l'autre côté, frapper à la porte, le supplier, mais sa décision était prise. Dans les semaines qui suivirent, Helen refusa de signer. Elle engagea une avocate, Margaret Ross, réputée pour sa ténacité. Margaret commença à jouer sale. Elle prétendit que Richard avait abandonné Helen émotionnellement depuis des années, la forçant à chercher de l'affection ailleurs. Elle réclama la moitié de tout. David Chen contrecarra chaque affirmation. Il présenta les photos, les historiques de l'application, les témoignages sur le changement de comportement d'Hélène. Il démontra que Richard avait été un mari dévoué pendant 40 ans. L'affaire devint sordide. Hélène fit courir le bruit que Richard était cruel, la jetant comme si 40 ans ne comptaient pas. Certaines personnes de leur entourage commencèrent à le regarder différemment. Quelques-uns pensaient qu'il était trop dur, que tout le monde méritait une seconde chance. Richard ignora les commentaires. Il connaissait la vérité. L'audience de divorce fut fixée 3 mois plus tard, un mardi à 14 heures. Richard se réveilla ce jour-là avec l'estomac noué. Il enfila un costume bleu marine et se rendit au tribunal. Le bâtiment était ancien, avec de longs couloirs. Il retrouva David à l'entrée de la salle d'audience. Ils entrèrent et Richard vit Helen pour la première fois depuis des semaines. Elle avait maigri. Son visage était plus fin, marqué de cernes profonds. Quand elle le vit, elle tenta de croiser son regard, mais il détourna les yeux. Le juge entra, un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux blancs et à l'expression sévère. Il se présenta comme le juge Harold Thompson. L'audience commença. David Chen présenta le cas de Richard. Il expliqua les 40 ans de mariage, les 3 enfants, la vie stable. Puis, il présenta la demande d'Helen d'avoir des relations extra-conjugales, la crise cardiaque de Richard qui s'ensuivit immédiatement, et les preuves qu'Helen avait consommé une relation avec un autre homme. David déposa les photos sur le bureau du juge. Le juge Thompson les examina une à une avec attention. David présenta les historiques de l'application, les messages, les dates, tout était méticuleusement documenté. Il conclut en disant que Richard méritait la dignité de mettre fin à un mariage détruit par l'infidélité. Margaret Ross se leva pour la défense. Elle admit qu'Helen avait commis des erreurs, mais argua qu'elles résultaient d'une profonde crise émotionnelle. Elle parla de ménopause, de changements hormonaux, de crise identitaire. Elle dit qu'Helen avait passé 40 ans à être une épouse et une mère, et qu'elle avait souffert d'une dépression mentale temporaire. Margaret présenta des rapports médicaux, une évaluation psychiatrique, des analyses de sang montrant des niveaux d'hormones altérés, le témoignage d'un thérapeute. Elle plaida qu'Helen méritait la compassion, que 40 ans valaient plus qu'une erreur commise dans un état d'instabilité mentale. Richard écoutait avec colère et incrédulité. Helen avait planifié cela pendant des mois, et maintenant, elle accusait ses hormones. Le juge Thompson écouta sans interrompre. Quand Margaret eut terminé, il demanda à entendre les deux parties. David appela Richard à la barre. Richard raconta la conversation dans la cuisine, comment Helen lui avait dit vouloir être avec d'autres hommes, la douleur dans sa poitrine, son réveil à l'hôpital sachant qu'il avait failli mourir. Ce fut au tour de Margaret de contre-interroger Richard. Elle lui demanda s'il avait été un mari attentif. Richard répondit que oui. S'il avait toujours montré de l'affection, s'il avait toujours été présent émotionnellement. Richard hésita. Il dit qu'il avait beaucoup travaillé, qu'il n'avait peut-être pas toujours été le mari le plus romantique, mais qu'il avait toujours été fidèle, honnête et présent.
Margaret suggéra que Helen aurait pu se sentir négligée. Richard répliqua que si Helen avait été malheureuse, elle aurait dû lui en parler ou proposer une thérapie de couple. Puis ce fut au tour d'Helen de témoigner. Elle se leva, les mains tremblantes. Margaret commença par des questions douces. Helen parla des 40 années, des filles, de son dévouement constant. Puis Margaret lui demanda ce qui s'était passé. Helen se mit à pleurer. Elle dit qu'elle avait paniqué en réalisant qu'elle vieillissait, qu'elle sentait la vie lui échapper. Elle commença à avoir des pensées intrusives, à regarder les femmes plus jeunes avec envie, à ne voir en Richard que la routine, l'ennui. Margaret lui demanda si elle avait cherché de l'aide. Helen répondit que oui, qu'un thérapeute lui avait dit d'être honnête avec Richard, et qu'elle avait donc décidé de lui parler. Elle pleura encore plus fort en décrivant la crise cardiaque. Elle dit qu'elle n'aurait jamais imaginé provoquer cela, qu'elle se sentait coupable chaque jour depuis. Margaret l'interrogea sur Brian. Helen admit l'avoir rencontré, être sortie avec lui quelquefois et avoir couché avec lui une seule fois, mais elle affirma que c'était une terrible erreur, qu'elle avait compris que c'était vide, que le seul homme qu'elle aimait vraiment était Richard. Ce fut au tour de David Chen de contre-interroger Helen. Il alla droit au but. Il lui demanda quand elle s'était inscrite sur l'application de rencontre. Helen hésita. Elle dit que c'était environ 2 mois avant la conversation avec Richard. David demanda avec combien d'hommes elle avait échangé des messages. Plusieurs, dit-elle, mais Brian était le seul qu'elle ait rencontré en personne. David montra les messages explicites, les plans pour des rendez-vous. Il demanda si cela ressemblait à quelqu'un en panique ou à quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. Helen se mit à bégayer. Elle dit que les messages étaient exagérés, juste un fantasme. David demanda combien de fois elle avait vu Brian. 6 ou 7 fois. David lui demanda si elle avait menti à Richard à chaque fois. Helen l'admit. David demanda si mentir à répétition, tout en entretenant une liaison, était le comportement d'une personne en crise psychologique ou celui de quelqu'un qui avait consciemment choisi de tromper. À ces mots, Hélène s'effondra en sanglots. Elle s'excusa auprès de Richard, murmurant que c'était la pire décision de sa vie. Le juge Thompson annonça une suspension d'audience de 15 minutes pour examiner les documents. Pendant la pause, Richard se rendit aux toilettes et s'aspergea le visage d'eau froide. David le rejoignit, lui assurant que tout se déroulait bien. À leur retour, le juge Thompson déclara qu'il avait minutieusement étudié les preuves. Il affirma sans détour qu'Hélène avait bien commis un adultère, mais il marqua une pause avant d'ajouter quelque chose d'inattendu. Il expliqua avoir vu de nombreux cas similaires, de longs mariages s'effondrant à cause d'une crise de la quarantaine, mais qui pouvaient souvent être sauvés avec une intervention appropriée. Le juge Thompson demanda à Hélène si elle serait prête à suivre une thérapie de couple intensive. Hélène se leva d'un bond et accepta, affirmant qu'elle ferait n'importe quoi. Le juge se tourna alors vers Richard et lui posa la même question. Richard sentit un frisson glacial le parcourir. Respectueusement, il répondit qu'il croyait leur mariage terminé et qu'aucune thérapie ne pourrait effacer ce qu'Hélène avait fait. Le juge dit comprendre, mais qu'en tant que magistrat, il avait le devoir de tenter de préserver les mariages chaque fois que c'était possible. Il envisageait de reporter sa décision sur le divorce et d'ordonner au moins 6 mois de thérapie de couple.
Si, après cette période, Richard souhaitait toujours divorcer, il accéderait à sa demande. Mais il tenait à leur donner une chance réelle de sauver 40 ans d'histoire commune. La panique commença à étreindre Richard. Il remarqua le sourire de Margaret Ross. Il demanda la parole. Il expliqua que le forcer à rester dans un mariage mort serait une cruauté, qu'il avait failli mourir à cause de cette histoire et qu'il méritait la dignité de choisir sa propre voie. Le juge Thompson rétorqua que sa décision était fondée sur des décennies d'expérience et qu'il croyait sincèrement à une possible réconciliation. Richard comprit qu'il était sur le point d'être piégé dans un mariage qu'il voulait désespérément fuir. Il croisa le regard d'Hélène et y vit une lueur d'espoir. David Chen, son avocat, demanda à s'entretenir en privé avec son client. Le juge leur accorda 15 minutes supplémentaires. Richard et David se retirèrent dans une salle vide. David lui expliqua que le juge avait une vision manifestement conservatrice du divorce. S'ils insistaient, le juge risquait d'imposer la thérapie, faisant traîner les choses pendant des années. Mais il y avait une autre option. David suggéra que Richard retire volontairement sa demande de divorce. Richard le dévisagea comme s'il avait perdu la raison. David précisa sa pensée. Si Richard retirait lui-même la demande, il échapperait au contrôle du tribunal. Hélène penserait avoir gagné, mais en réalité, Richard serait libre de ses mouvements. Il pourrait se séparer pour de bon, vivre sa vie loin d'elle, sans être sous le coup d'une ordonnance judiciaire l'obligeant à sauver son mariage. Et quand il serait prêt, il pourrait relancer la procédure avec un autre juge. Richard réfléchit quelques instants. L'idée était risquée, mais elle avait du sens. Il demanda à David s'il en était certain. David acquiesça, affirmant avoir déjà vu cette stratégie fonctionner. Richard prit une profonde inspiration et lui donna son feu vert. De retour dans la salle d'audience, le juge Thompson leur demanda s'ils étaient parvenus à une conclusion. Richard se leva et déclara qu'après mûre réflexion, il souhaitait retirer sa demande de divorce. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Hélène porta ses mains à sa bouche, stupéfaite. Margaret Ross afficha un sourire triomphant. Le juge Thompson parut satisfait, déclarant qu'il était heureux que Richard ait pris la bonne décision. David officialisa le retrait de la demande. Le juge prononça la clôture de l'affaire. En sortant du tribunal, Hélène tenta de s'approcher de Richard, mais il l'ignora et continua de marcher. Il monta dans sa voiture et quitta le palais de justice, partagé entre la colère et le soulagement. Il avait échappé au piège du juge, mais il lui fallait maintenant un plan. Dans les semaines qui suivirent, Richard commença à mettre ce plan à exécution. Il engagea un comptable pour orchestrer une division équitable de tous leurs biens. La maison reviendrait à Hélène, ainsi que la moitié de leurs économies et de leurs investissements. Richard conserverait l'autre moitié et quelques actifs spécifiques. Il se mit à vendre certains biens, à liquider des placements, à mettre de l'ordre dans ses finances. Hélène, confuse par toute cette activité, supposa que Richard réorganisait simplement leurs affaires. Elle tentait de se rapprocher, lui préparait des dîners spéciaux, évoquait la thérapie. Richard répondait poliment mais avec distance, disant qu'il avait besoin de temps. Un jour, Richard tomba sur une annonce en ligne pour un camping-car de luxe, un modèle récent avec tout le confort moderne. Il alla le voir. Il était parfait. Il y avait tout ce dont il avait besoin pour vivre confortablement tout en voyageant. Il conclut l'affaire la même semaine. Richard passa les jours suivants à planifier son itinéraire. Il avait toujours rêvé de voir la vraie Amérique.
Il prépara tous les documents de partage des biens et demanda à sa fille Nathalie de les vérifier. Elle lut chaque page et confirma que tout était juste. Un mardi matin, Richard se rendit chez le concessionnaire pour récupérer le camping-car. Il le ramena à la maison et le gara devant. Hélène était à l'intérieur, préparant le déjeuner. En entendant le bruit puissant du moteur, elle courut à la fenêtre et resta figée. Elle vit Richard descendre de l'imposant véhicule. Richard prit le dossier contenant tous les documents et s'approcha d'elle. Hélène lui demanda ce que c'était. Richard lui tendit le dossier en lui demandant de le lire. Hélène l'ouvrit et commença à feuilleter les pages. Richard vit l'instant précis où elle comprit. Ses yeux s'écarquillèrent et son visage perdit toute couleur. Richard expliqua calmement. Il avait tout divisé équitablement. Elle gardait la maison et la moitié de tout. Il prenait sa part et s'en allait. Hélène se mit à trembler. Elle lui demanda où il allait. Richard répondit qu'il partait voyager, voir le pays, vivre la vie qu'il avait toujours voulu. Hélène lui dit qu'il faisait une erreur, qu'ils avaient décidé au tribunal d'essayer de sauver leur mariage. Richard sourit pour la première fois depuis des mois. Il expliqua qu'il avait retiré sa demande parce qu'il en avait assez que des juges décident de sa vie. Mais cela ne changeait rien à ce qu'il voulait. Il voulait sa liberté. Hélène se mit à pleurer. Elle dit qu'elle l'aimait encore, qu'elle avait fait une erreur, mais qu'elle méritait une seconde chance. Richard répliqua qu'elle avait eu sa chance pendant 40 ans et qu'elle avait tout gâché en une seule conversation. Sa crise cardiaque avait changé quelque chose en lui. Il était littéralement mort et revenu à la vie, et maintenant, il voyait les choses complètement différemment. À ce moment précis, une voiture se gara. Julia, Nathalie et Olivia en descendirent. Richard leur avait envoyé un message pour qu'elles viennent. Les trois jeunes femmes virent le camping-car et regardèrent leur père avec des expressions confuses. Richard leur demanda d'entrer. Il leur expliqua sa décision de partir, de parcourir le pays, qu'il avait besoin de temps seul pour guérir et découvrir qui il était. Julia protesta immédiatement. Elle lui dit qu'il agissait sur un coup de tête, qu'il devait y réfléchir. Nathalie resta silencieuse, mais son regard était compréhensif. Olivia, elle, se mit à pleurer. Richard demanda à ses filles de le comprendre. Il leur expliqua que pendant 40 ans, chacune de ses décisions avait été prise en pensant à la famille. Où vivre, quel travail accepter, comment dépenser l'argent. Il les aimait. Il ne regretterait jamais d'être leur père. Mais maintenant, il avait besoin de vivre pour lui-même. Il avait besoin de se réveiller le matin et de décider où aller en se basant uniquement sur ses propres désirs. Olivia se jeta dans les bras de son père, le suppliant de rester. Richard serra fort sa plus jeune fille. Il lui dit qu'il serait toujours son père, qu'elle pourrait l'appeler n'importe quand, qu'il reviendrait dès qu'elle aurait besoin de lui, mais que cette fois, il devait se choisir. Julia continuait d'argumenter. Elle lui lança qu'à 58 ans, il était trop vieux pour ce genre d'aventure. Richard répondit que c'était précisément parce qu'il avait failli mourir qu'il faisait cela. Il avait vu la mort de près et avait réalisé qu'il gaspillait les années qui lui restaient. Il préférait mourir sur la route en vivant comme il l'entendait, plutôt que de mourir à petit feu dans cette maison. Nathalie prit enfin la parole. Elle dit qu'elle le comprenait, qu'il avait le droit de faire ça, qu'il méritait de chercher son propre bonheur. Elle serra Richard dans ses bras et lui dit qu'elle était fière de lui, qu'il fallait un vrai courage pour tout recommencer à 58 ans.
Hélène tenta une dernière fois de le retenir. Elle s'agenouilla devant Richard et lui prit les mains. Elle le supplia de rester, promit d'aller en thérapie, de changer complètement. Richard la regarda avec une profonde tristesse. Cette femme avait été sa compagne pendant 4 décennies. Ils avaient élevé leur fille ensemble, construit une vie, mais tout s'était terminé ce matin-là, dans la cuisine. Ce qu'il voyait devant lui n'était plus qu'une étrangère portant le visage d'Hélène. Richard se leva et se dirigea vers la chambre. Il prit les valises qu'il avait déjà préparées, des vêtements, des documents, quelques livres, des photos de ses filles. Il les transporta jusqu'au camping-car. Les filles restèrent au salon avec Hélène, toutes en larmes. Quand il eut fini, il rentra une dernière fois. Il serra chacune de ses filles dans ses bras, leur dit qu'il les aimait, qu'il les aimerait toujours, qu'elles étaient la plus belle chose qu'il ait jamais faite de sa vie. Il jeta un dernier regard à Hélène. Elle était assise sur le canapé, anéantie. Richard lui dit adieu et sortit. Il monta dans le camping-car, mit le contact et commença à rouler. Dans le rétroviseur, il vit Hélène sortir de la maison en courant, hurlant son nom avant de s'effondrer au milieu de la rue. Il vit ses filles se précipiter vers elle, la soutenir. Il regarda la scène devenir de plus en plus petite à mesure qu'il s'éloignait. Richard s'engagea sur la route principale et sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La liberté. La route s'ouvrait devant lui, son réservoir était plein et il avait assez d'argent pour vivre confortablement pendant des années. Il pouvait aller où il voulait, faire ce qu'il voulait, être qui il voulait. À 58 ans, après 40 années consacrées à quelqu'un d'autre, Richard Miller allait enfin découvrir qui il était vraiment. Il alluma la radio et une vieille chanson commença à jouer. Richard monta le volume et continua de conduire. Il passa le panneau indiquant la sortie de la ville et eut l'impression de renaître. On lui avait dit que 58 ans, c'était trop vieux pour tout recommencer. On lui avait dit qu'il devait pardonner, qu'il devait essayer de sauver 40 ans d'histoire. Mais Richard avait appris quelque chose de cette crise cardiaque. Il avait appris que la vie est trop courte pour être vécue selon les termes des autres, que parfois, le plus grand acte d'amour-propre est d'avoir le courage de s'éloigner de ce qui vous détruit, même lorsque le monde entier attend de vous que vous restiez et souffriez en silence. Il avait appris que recommencer n'est pas une question d'âge, mais de courage, et que chaque homme, à un moment de sa vie, doit choisir entre mourir lentement en étant la personne que les autres veulent qu'il soit, ou vivre pleinement en découvrant qui il est vraiment. Richard avait fait son choix, et pour la première fois depuis des décennies, il était en paix avec lui-même. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines publications. À très bientôt.